Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble comment créer un blog personnalisé sur Gutenberg pour WordPress. Alors pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité de WordPress, Gutenberg c'est le nom qui a été donné à ce nouvel éditeur qui permet de gérer les contenus sous forme de blocs. WordPress propose pas mal de blocs par défaut, mais nous ce que l'on va pouvoir faire c'est créer nous-mêmes nos propres blocs. Et pour cette vidéo, on va essayer de créer un bloc qui sera un bloc héros, donc ce sera un bloc qui prendra la totalité de la largeur de la page. L'utilisateur aura la possibilité de sélectionner une image en utilisant le système de galerie de WordPress. Il aura la possibilité de définir un titre et un contenu. Et il pourra aussi changer la couleur de texte suivant la couleur de l'image pour que le texte soit toujours visible. Donc l'administration lui propose un retour visuel sur ce qu'il fait. Et côté front-end, donc lorsque on va consulter le site, on aura le même bloc, avec une apparence légèrement différente vu que ça utilisera le style du site. Donc tout de suite, on peut se demander comment WordPress gère ce genre de bloc au niveau de la base de données, à quoi ça va ressembler. Donc tout de suite, si je regarde ma table WP Post, et on va prendre le premier article, et on va regarder le Post Content. Donc les blocs sont sauvegardés de cette manière-là. Il écrit des commentaires HTML qui permettent de délimiter les différents blocs. Ici, on voit par exemple qu'on a un bloc WP de point paragraphe. Et à l'intérieur, on a notre paragraphe. Et on a la même chose, par exemple, pour ce bloc list. Donc ces blocs sont un petit peu spéciaux parce que directement le code HTML qui a été généré lors de la création de l'article est disponible ici. Mais on peut avoir un second type de bloc, c'est par exemple le bloc que moi j'ai créé, qui sont des blocs qui sont dynamiques, c'est-à-dire que WordPress va vous enregistrer les différents attributs à mettre à l'intérieur du bloc et il utilisera à chaque fois le code de votre thème ou de votre plugin pour générer le code HTML qui correspond à ce bloc. Donc on verra la différence entre les blocs statiques et les blocs dynamiques au fur et à mesure de cette vidéo. Donc tout de suite, je vais changer de thème parce que pour l'instant, on est sur ce thème avec ce bloc-là et on va repartir de zéro. Mon thème n'est pas forcément très compliqué, il y a simplement un fichier functions.php qui se charge de rajouter les styles CSS correspondants et mon thème utilise par défaut, c'est un thème enfant, le thème 2019 qui est le thème par défaut de WordPress. Donc mon objectif c'est maintenant de rajouter ce nouveau petit bloc pour gérer ma petite bannière. Donc je vais revenir dans l'article, je ne sais pas trop d'ailleurs ce que ça donne si le bloc n'existe pas. Donc là effectivement il vous dit qu'il y a un petit problème. Donc on va le retirer pour le moment. Donc pour créer un nouveau bloc, il faudra utiliser la fonction register block type. Cette fonction prendra en premier paramètre le nom du bloc que l'on souhaite enregistrer et en second paramètre un tableau d'options. Donc dans ce tableau d'options, on pourra par exemple spécifier le JavaScript à charger pour gérer le bloc côté back-end et le CSS à charger pour le bloc côté front-end. Si vous voulez pas trop vous embêter, vous pouvez utiliser WP-CLI qui vous permettra de générer le code par défaut pour un bloc. Donc moi j'utilise déjà WP-CLI, donc on va utiliser ça, autant ne pas se compliquer la vie. Donc pour générer un bloc, vous tapez PHP wp-cli.far scaffold et vous dites je veux scaffold un bloc. Vous donnez un nom à votre bloc et vous pouvez le mettre dans un thème ou dans un plugin. Moi, je vais lui dire « Crée ce bloc dans le thème démo ». Automatiquement, ça va générer un nouveau dossier qui va s'appeler blocks, à l'intérieur duquel on aura un fichier hero.php. Si je regarde le contenu de ce fichier, on a une fonction HeroBlockInit qui se charge à première vue de charger un script, de charger un style et de charger un second style, et ensuite qui utilise le register block type. Elle prend en premier paramètre le nom du bloc, donc attention à bien préfixer vos blocs par le nom du thème ou votre nom, histoire d'éviter les duplications. Si jamais vous mettez juste Hero, vous avez un risque qu'un jour ou l'autre, ce nom soit réutilisé. Et ensuite, il dit, bon, mais pour éditer et gérer ce bloc-là, il faudra charger ce JavaScript-là. JavaScript qui est chargé grâce à WP Register Script. Et pareil pour la partie style qui est chargée via cette balise-là et style qui est chargé via cette fonction-là. Donc globalement, c'est un petit peu de scaffold et vu qu'on n'a pas envie de l'écrire, c'est toujours bien de l'avoir via WP-CLI. Petite remarque en revanche, les fonctions qui sont utilisées ne fonctionneront pas si vous utilisez un thème enfant. Pour vous montrer ça, je vais modifier mon fichier functions.php et dès l'initialisation de mon thème, je vais demander à charger ce fichier hero.php. Donc moi j'ai choisi d'avoir une structure en forme de classe, mais peu importe. Vous faites juste un require once
votre dossier blocks et ensuite votre fichier hero.php. Automatiquement, ça va enregistrer le bloc au sein de WordPress. Par contre, comme je vous l'ai dit, si vous utilisez un système de thème enfant, vous allez avoir pas mal d'erreurs. Parce qu'on voit que le chemin qu'il génère ici est le chemin du thème parent. Donc si vous avez ce problème-là, rien de bien grave, il faut penser que dans le code généré, on doit remplacer cette fonction par getStyleSheetDirectory qui résout bien le dossier du thème enfant. Et là, c'est la même chose, c'est getStyleSheetDirectory URI au lieu de getTemplateDirectory URI. Donc on doit le changer à 3 endroits. Si vous faites simplement cette modification et que vous réactualisez votre page, vous ne verrez plus d'erreur. Et ce que je peux faire maintenant, c'est choisir de rajouter un nouveau bloc. Et si je cherche Hero, je vois bien que j'ai mon bloc Hero. Lorsque je le rajoute, j'ai ce bloc qui n'est pas vraiment très très joli. On a le contenu ici et on a une sorte de bloc noir avec des bordures rouges. Si je réactualise côté front-end, je vais voir la même chose. Donc si on analyse un petit peu le contenu de notre dossier Hero, on a le editor.css qui va contrôler le style de notre bloc côté éditeur. On a le style.css qui va contrôler le style de notre bloc côté front-end. Et on a le index.js qui est le cœur vraiment du système qui permet d'expliquer comment va fonctionner notre bloc. C'est ce qui permettra de définir le titre qui sera utilisé, dans quelle catégorie il va tomber, qu'est-ce qu'il supporte et qu'est-ce qu'il ne supporte pas. Et ensuite, on a deux fonctions qui sont très importantes, qui sont edit et save. Edit permet de spécifier le code qui va permettre de représenter l'éditeur. Donc c'est ce code-là. Save va permettre de représenter le code qui sera sauvegardé dans la base de données. Si je regarde par exemple WP Post maintenant, et que je regarde le contenu, on voit qu'il a généré en fait le code HTML. Comme ça, lorsque la page est affichée, il n'a pas besoin de le régénérer. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un bloc statique. Il a un inconvénient, ce fonctionnement, c'est que si jamais vous changez quelque chose, par exemple, vous dites, tiens, maintenant, je veux plus que ces blocs-là utilisent des P, mais utilisent plutôt une div. Vous changez simplement cette valeur-là. Lorsque vous allez réactualiser, il va complètement paniquer au niveau de l'administration et vous dire, oui, mais là, moi, j'ai un P, normalement, j'attends un div et il y a un problème. Donc, ce bloc-là, je ne sais plus vraiment à quoi il doit correspondre. Vous pouvez essayer de résoudre le problème, mais par expérience, il résout assez peu souvent les choses. On voit qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il doit convertir le paragraphe en div. Donc ce système statique est intéressant si vous savez que le code HTML ne va absolument jamais changer. Dans ce cas-là, une fois que le code a été généré une fois, il ne sera jamais changé. Moi, par expérience, mes clients ont beaucoup de modifications à faire et c'est rarement ce système-là que je veux mettre en place. Moi, je veux un système où, du jour au lendemain, je peux vouloir changer le code HTML de tous mes blocs. Donc on utilisera une structure légèrement différente et on utilisera le système de blocs dynamiques. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le fonctionnement vraiment de Gutenberg, vous pouvez vous rendre sur la documentation et vous avez le Gutenberg Handbook qui est une sorte de guide dans le guide et qui vous explique comment fonctionne Gutenberg. Et vous avez beaucoup de choses et beaucoup de lectures. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie bloc dynamique. Donc, vous pouvez chercher là directement dynamique. Et ça vous montrera un petit peu comment vous pouvez faire. Mais globalement, un bloc dynamique, c'est simplement un bloc où vous n'avez pas de fonction save, et c'est côté PHP où vous allez lui expliquer comment générer le code HTML. Autre petite remarque, le code que l'on retrouve ici, c'est du code qui ressemble à du React.js. Et effectivement, derrière ce nouveau système de bloc Gutenberg, on a du React.js. Par défaut, lorsque vous utilisez le générateur, il utilise du JavaScript classique. C'est bien sympa pour du code généré, mais en vrai, à éditer, c'est un véritable enfer. Nous, ce que l'on a envie de faire, c'est plutôt utiliser du JSX. Si on regarde dans la documentation, hop, on voit qu'avec la syntaxe ESNext, c'est beaucoup plus simple. Donc je vous propose de voir comment le configurer très simplement dans le cas d'un bloc. Si jamais vous voulez pousser les choses un petit peu plus loin, vous avez des générateurs en ligne. Moi, j'aime bien avoir quand même le contrôle et vu que je pars sur un thème que j'utilise déjà, je préfère moi-même écrire la configuration. Donc on va commencer par générer un nouveau fichier que l'on va appeler webpack.config.js. Donc tout de suite, je vais préciser la configuration. Donc je fais un module.exports et on va lui dire le point d'entrée qui sera utilisé. Donc moi, le point d'entrée, il sera dans le dossier blocks, et ensuite, il y aura un dossier hero, et c'est index.jsx.
Donc je mets l'extension JSX pour dire que je vais travailler avec la syntaxe de React.js, du Virtual DOM. Ensuite, je précise où est-ce que je vais envoyer mon fichier en sortie. Donc je vais m'imaginer générer un fichier qui s'appellera index.min.js ou index.js. Donc je vais choisir comme chemin. Donc je vais utiliser le module path de Node.js. Donc on fait un require de path. Et je vais lui préciser, je veux que tu résolves le dossier courant et tu iras ensuite dans blocks/hero. Et je veux que tu génères comme nom de fichier index.js. Enfin, on va préciser les modules à utiliser pour convertir le JSX et on va utiliser Babel. Donc je fais module, je précise l'ensemble des règles et on va rajouter une règle pour tout ce qui finit par JSX. Donc je rajoute un test et ça sera une expression régulière pour JSX. Et on peut s'imaginer que le X sera optionnel, parfois on peut ne pas vouloir mettre l'extension. Bon, moi je ne sais pas pourquoi, mais bon, moi j'ai l'habitude, j'utilise toujours JSX. Et comme loader, je vais utiliser le Babel loader. Et enfin, je vais exclure tout ce qui se situe dans le dossier Node Module, donc toutes les dépendances éventuelles. Donc c'est vraiment la configuration la plus minimale possible pour travailler avec du JSX, avec Webpack. Ensuite, je vais créer un fichier de configuration pour Babel. Donc au même niveau que mon fichier webpack.config.js, je crée un fichier Babel RC. Au niveau de la configuration, je vais rajouter donc le plugin presets et on va mettre comme preset @babel/preset-env. Ça veut dire que vous pouvez configurer quel navigateur vous voulez supporter et automatiquement il convertira votre code. Si vous ne mettez rien, par défaut c'est pour les navigateurs modernes, je crois les 2 dernières versions. Nous, on ne veut pas trop aller dans la configuration de Babel, donc pour l'instant, on va laisser ça. Et ensuite, je vais rajouter différents plugins. Donc le premier qui est très important, c'est le plugin qui va permettre de comprendre la syntaxe JSX. Et ce plugin s'appelle plugin Transform React JSX. Mais il y a une petite subtilité dans le cas de WordPress. Si je regarde le fichier JS qui a été généré par défaut par le générateur WP-CLI, lorsqu'il utilise la syntaxe Virtual DOM, il fait appel à cette méthode, la méthode L. Méthode qu'il récupère grâce à wp.element.createElement. Donc plutôt que d'utiliser createElement de React, on va utiliser cette méthode-là. Donc il faut rajouter une option pour ce plugin, qui est l'option Pragma. Et vous mettez « Je veux utiliser wp.element.createElement ». Ensuite, on va rajouter un autre plugin qui est le plugin Babel. Syntax. Alors c'est syntax-object-rest-spread. Alors à quoi sert ce plugin-là? Il sert à supporter la syntaxe que vous voyez en haut ici. Donc ça permet d'extirper une propriété d'un objet dynamiquement. Et enfin, on utilise un dernier plugin que l'on utilise très souvent quand on utilise Babel, qui est le plugin Transform Runtime, qui permet d'éviter à chaque nouveau fichier de rajouter les helpers de Babel. Voilà. Donc pour que tout ça fonctionne, il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est installer les différentes dépendances. Donc au niveau de mon terminal, je vais me rendre dans le dossier WP Content et dans le dossier de mon thème. Maintenant que je suis à l'intérieur, je fais un npm init, histoire d'initialiser les différentes choses. J'aurais dû rajouter le drapeau yes par défaut. Et je vais installer les dépendances et je vais utiliser yarn parce que c'est un petit peu plus rapide. Donc on va rajouter babel/core. Donc ça c'est pour l'utilisation de Babel. Et ensuite mes différents plugins. Donc le plugin syntax, object, rest, spread. C'est pas le nom le plus simple à retenir. Ensuite on a babel plugin-transform-react-jsx. J'adore les noms longs. @babel/plugin-transform-runtime. Donc ça c'est pour les plugins. Ensuite on rajoute notre preset-env. On va rajouter le Babel loader pour Webpack et on va rajouter Webpack. Et pour interagir avec Webpack en ligne de commande, on rajoutera Webpack-CLI. Et j'ai oublié de rajouter effectivement le add.
Donc pendant qu'il est en train d'installer ça, je vais juste renommer mon index.js en index.jsx. Ça permettra de supprimer tout le code qu'il y a par défaut et on verra comment écrire notre bloc Gutenberg en utilisant la nouvelle syntaxe. Donc d'abord, on a besoin de récupérer la méthode register block type et on récupère cette information depuis wp.blocks. Donc il faut savoir que WP, c'est une variable globale qui contiendra pas mal de propriétés que l'on va pouvoir utiliser. Donc il n'y a pas besoin de faire un require ou quoi que ce soit. Une fois qu'on a ce register block type, on peut l'utiliser et il prend à peu près les mêmes paramètres que sa version PHP. Et d'abord, on met le nom de notre bloc. Il faut que ce nom corresponde à celui que vous avez mis au niveau de votre register block type à cet endroit-là. Ensuite, on va avoir tout un tas d'options. Donc d'abord le titre. Donc le titre, c'est ce que vous allez voir au niveau de l'administration. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et si vous voulez utiliser les fonctions de traduction de WordPress, vous pouvez les inclure en faisant const, on récupère __ depuis wp.i18n. Comme ça ensuite, si vous voulez traduire avec un domaine particulier, vous pouvez le faire. Bon, moi dans mon cas, en général, vu que je crée des thèmes qui sont entièrement en français, je ne vais pas m'embêter et je vais directement mettre ici héros. Voilà. Ensuite, je vais choisir la catégorie. Donc la catégorie, ça sera widgets. Donc c'était celle qui était par défaut. Et je vais préciser ce que je supporte. Donc je vais préciser que je ne supporte pas du code HTML à l'intérieur. Donc je vais mettre HTML .false. Mais vous pouvez comme ça supporter différentes choses. Après, on va avoir une méthode qui s'appelle edit. Et c'est là que c'est intéressant. Donc dans cette méthode-là, vous allez justement spécifier le code HTML à générer sur le back-office. Donc pour l'instant, on va mettre juste une div qui se contente d'afficher bonjour. Donc on fait un return, et vu qu'on est en JSX, je peux écrire du JSX. Et je peux mettre bonjour. Et c'est tout ce que j'ai à faire à cet endroit-là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, automatiquement mettre une classe ici. Donc vous avez au niveau de cette fonction edit différents paramètres et vous avez un paramètre qui est class name, qui est une classe qui est automatiquement générée par WordPress et qui correspondra à notre bloc. Donc par défaut, on retrouvera très souvent ça. C'est-à-dire qu'on mettra à notre élément racine le nom de la classe qui est passé à notre bloc. Ensuite, vous avez une fonction save qui spécifie le code HTML à générer lorsque on sauvegarde notre bloc. Si vous souhaitez avoir un bloc dynamique, il vous suffit ici de faire un return nul. Si maintenant je sauvegarde et que je demande à Webpack de compiler les choses, donc je fais un npx webpack, il me sort une petite erreur parce que j'ai fait une erreur dans ma configuration. Ce n'est pas module avec un S, mais c'est simplement module. Je vais réessayer de compiler mes différents assets. Et j'ai encore une autre erreur parce que j'ai fait une petite typo ici, c'est transform et pas transfrom. Donc c'est dans le Babel RC. Hop. De toute façon, j'aurais dû le voir, hein, vu que mon éditeur le souligne, vu qu'il ne connaît pas ce mot. Le fichier JS est donc généré. Si je le regarde, hop, on le voit à cet endroit-là. Mon éditeur me le cache. Donc ça génère ici le fichier minifié. Et si je réactualise ma page, donc hop, je réactualise, je vais supprimer ce bloc-là. Hop. Et je vais en rajouter un nouveau, et je choisis mon bloc héros. Et je vois bien qu'il y a marqué bonjour. Si j'inspecte, je vois qu'il a automatiquement mis cette classe-là, wp-bloc-demo-héros. Cette chaîne de caractères est automatiquement passée à cet endroit-là. Et c'est mon editor.css qui choisit le style à appliquer. Donc si j'ai envie d'avoir quelque chose de complètement différent, je peux le faire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de permettre peut-être à l'utilisateur de pouvoir changer le texte que l'on a là. Donc pour faire ça, vous avez en fait différents composants que vous pouvez utiliser au sein de votre bloc. Donc si je reviens dans la partie Gutenberg Handbook, vous avez tout un tas de composants ici. Et il y a un composant particulier qui est intéressant, c'est le Rich Text Editor. Je vais chercher Rich-text et on voit qu'on a ce composant-là. Et on nous explique un petit peu comment l'utiliser et quels arguments il prend. Donc à ce niveau-là, au niveau de mon index.jsx, je vais lui dire à l'intérieur de cette div-là, je veux que tu crées un rich text. Je vais lui préciser l'élément qui permettra d'entourer notre texte. Donc là, on mettra simplement une div et peut-être un placeholder si on le souhaite. Donc on mettra placeholder égale
votre contenu. Et pour l'instant, je me contente de faire ça. Ce rich text, il ne le connaît pas, donc il faut l'inclure. Et il s'inclut depuis wp.editor. Donc je fais un const rich text et je l'importe depuis wp.editor. Donc attention, wp.editor est accessible dans le fichier wp-editor.js. Donc si je reviens au niveau de mon hero.php, on voit que lorsque je charge le JavaScript pour mon administration, c'est cette partie-là, on charge wp-blocks, wp-i18n, wp-element, mais pas wp-editor. Donc ça veut dire que j'ai besoin de ce JavaScript pour fonctionner. Je vais maintenant pouvoir ajouter mon bloc hero, mais il faut d'abord que je compile le JavaScript. Donc, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez rajouter un drapeau --watch. Et dans ce cas-là, dès que vous modifiez le JavaScript, il recompilera les choses. Si je reviens sur ma page et que je réactualise pour qu'il recharge le JavaScript, je vais laisser la console sortie, comme ça si jamais j'ai des erreurs, je les verrai. Je peux rajouter mon nouveau bloc hero. Ce bloc, on le voit, a maintenant un éditeur qui permet de décrire du contenu. Le problème, c'est que ce contenu ne sera pas sauvegardé. Donc pour que ce contenu soit sauvegardé, il faudra définir des attributs pour notre bloc. Donc si je reviens sur la documentation, on va aller chercher Attributes. Et on peut définir les attributs de cette manière-là. Donc par exemple, ici, il définit un attribut qui s'appelle Content, qui est de type chaîne de caractères, qui provient de l'HTML et qui utilise le sélecteur P. Donc lorsqu'ils définissent les attributs comme ça permet de spécifier comment extraire l'attribut du contenu HTML. Nous, vu qu'on est dans une optique de bloc dynamique, où c'est le serveur qui va générer le code HTML, les attributs, on ne va pas les définir via le JavaScript, mais on va directement les définir au niveau de notre fonction register_block_type. Donc si je reviens dans mon hero.php, tout en bas, je vais rajouter une nouvelle clé Attributes. Et à l'intérieur, je vais définir mes différents attributs. Par exemple, je vais avoir un attribut Content, qui sera de type chaîne de caractères. Et je peux préciser, est-ce que j'accepte l'HTML, ce genre de choses. Donc je peux préciser comme ça pas mal de choses. Maintenant, au niveau de notre index.jsx, je vais avoir une seconde propriété que je vais pouvoir extraire qui est Attributes. Donc là, on va récupérer les attributs qui seront envoyés à notre composant. Et si je souhaite définir un attribut, je vais pouvoir utiliser la méthode setAttributes. Donc en général, dans votre fonction edit, vous aurez ces trois valeurs-là. Class name pour la classe, attributes pour récupérer les attributs et setAttributes pour en envoyer. Donc si je fais un petit coup de console.log attributes, je ne sais pas si par défaut il va vous montrer les clés, on va voir ça tout de suite. On voit au niveau de notre terminal qui compile bien les choses, et si je reviens au niveau de ma page et que je réactualise, de force, oui, on va quitter. Je vais créer encore une fois le bloc hero. On voit qu'on a un objet et effectivement on n'a pas de propriété parce que par défaut il n'y a pas de contenu. Maintenant, quand je change la valeur de mon texte, je veux qu'il définisse cet attribut. Donc je peux faire un onChange. Ce onChange prendra en paramètre un callback qui prendra en premier paramètre le contenu, content, et ensuite la fonction à exécuter. Donc moi je vais lui dire setAttributes. Et je veux que tu définisses l'attribut content. Donc j'utilise la dernière syntaxe, c'est beaucoup plus pratique. Et là, je lui demande de définir l'attribut contenu seulement. De la même manière, je peux lui dire que la valeur par défaut de ce rich text, ça sera attributes.content. Voilà comment on peut avoir un éditeur qui va sauvegarder l'attribut et qui sera aussi en mesure de la récupérer. Donc je sauvegarde, je reviens sur ma page une dernière fois. Si je réactualise, hop, on voit bien qu'on a notre bloc, on a notre placeholder, je rentre le contenu, et à chaque fois, cette fonction est exécutée, et on voit que le setAttribute fonctionne. Si je sauvegarde mon article, et que je reviens au niveau de ma base de données, donc ici, hop, je vais réactualiser les choses. Si je clique sur éditer, je vois bien que dans ce bloc-là, il a rajouté l'attribut content avec le contenu. Donc c'est impeccable. L'avantage, c'est qu'il est entièrement dynamique et je vais pouvoir choisir comment générer ce code côté front-end. Je vais juste avant retirer le console.log qui ne sert plus à rien. Maintenant, j'ai besoin de dire à WordPress comment il doit générer le code, parce que si je réactualise ma page, on voit que ce bloc n'apparaît pas. Il faudra pour le faire apparaître simplement créer une nouvelle fonction en PHP
et créer une nouvelle clé qui s'appellera render underscore callback. Et vous passez en paramètre la fonction à utiliser. Donc moi je vais l'appeler hero underscore block underscore render. Vous pouvez mettre tout ça dans un objet si vous voulez une meilleure organisation évidemment. Là on va faire un petit peu dégueulasse pour le moment. Je crée ensuite cette fonction hero render block render. Et elle prendra en paramètre un tableau contenant les attributs. Donc on aura un tableau qui contiendra une clé content. Donc à l'intérieur, moi je vais choisir d'utiliser du redoc parce que je ne vais pas m'embêter. Donc on va faire ça, hop. Et à l'intérieur de cette div, je veux que tu affiches le contenu content. Voilà. Si maintenant je reviens sur ma page et que je réactualise, on a bien notre bloc qui s'affiche ici. Donc après, vous pouvez choisir d'avoir une structure HTML un petit peu plus complexe et faire ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que si vous savez où vous allez aller, il vous suffit de créer les différents attributs. Moi, je sais que par exemple, j'aurai un autre attribut qui sera une chaîne de caractères qui permettra de spécifier le titre à l'intérieur de notre bloc. Je sais aussi que je vais avoir une couleur qui sera la couleur du texte. Donc je mets un type string. Maintenant, au niveau de mon système, au niveau du code qui va être rendu, je sais que j'aurai un H2 avec le title. Donc là, on mettra title. Et ensuite, le contenu qui sera dans le content. Au passage, vous pouvez choisir des valeurs par défaut. Donc par exemple, je peux lui dire par défaut, je veux que la couleur qui soit utilisée ici soit du noir. Et après, hop, on aura ici un style. Et on mettra comme style une couleur qui sera la couleur qui sera passée en paramètre. Donc ça sera attributes. Et on récupère la clé couleur. Donc je suis plutôt satisfait de cette structure-là, et maintenant il me faut au niveau du JSX changer un petit peu mon contenu. On aura une div qui va englober cet élément-là, et on aura aussi un éditeur pour le titre. Donc on mettra un H2 avec le titre. Ou même je me dis, allez, hop, on n'a pas besoin de div ici. Sauf que là, on récupérera comme valeur l'attribut title, et qu'on définira comme valeur le title. Donc c'est très simple de rajouter de nouveaux éléments pour l'administration. Si j'essaie de revenir sur ma page et que je réactualise, on voit qu'on a notre bloc qui change un petit peu d'apparence parce qu'on a un H2. Et si j'inspecte, on va bien voir notre style avec la couleur par défaut. Si je viens sur mon administration WordPress, donc je vais réactualiser une fois, on a notre bloc avec notre H2 que l'on peut administrer. Et ensuite, on a notre contenu. Alors pour la partie couleur, j'ai envie d'avoir un color picker. Donc je vais me re-rendre dans la documentation et on va chercher color, alors on n'a rien, mais on arrive à peu près ici, et on a le color picker. Donc le color picker, on nous explique qu'il faut l'importer depuis WordPress Components, et ensuite on peut l'utiliser comme ceci. Donc moi je vais prendre ça, mais par contre moi je ne vais pas l'importer en utilisant le dossier node module, je vais tout simplement au niveau de mon hero.php, lui dire je veux que tu importes wp-components. Ensuite, au niveau de mon index.jsx, je vais récupérer le composant color picker depuis wp.components. Et ensuite, je peux l'utiliser où je le souhaite. Par exemple, on va le mettre juste après. Donc color picker, on lui demande de récupérer la couleur, donc ça sera attributes.color. On change complete, c'est quand on a fait le changement, on récupérera la couleur. Et ensuite, on fait un set attributes. Et on va définir dans l'attribut couleur la valeur hexadécimale. Voilà, pour le coup, on est obligé d'utiliser un objet ici. Donc vous pouvez comme ça utiliser n'importe quel composant qui est déjà présent dans WordPress. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc si je reviens au niveau de mon administration, je vais réactualiser la page encore une fois. On voit que tout en dessous, on a un gros color picker. Bon, c'est fonctionnel, hein, visuellement on voit que ça marche, mais c'est pas très joli. Nous, on aimerait bien plutôt utiliser les options du bloc. Donc ces options-là sont appelées les inspector controls. Si je reviens au niveau de la doc, vous cherchez inspector et vous allez tomber sur cette partie-là. Donc vous pouvez en fait rajouter des éléments au niveau de la barre, mais vous pouvez aussi rajouter des éléments au niveau de l'inspecteur. C'est ce que l'on voit ici. Dans ce cas-là, il faut simplement charger un composant qui est le composant inspector controls.
qui se situe dans la partie Editor. Donc dans la partie Editor, en plus de Rich Text, je vais récupérer Inspector Controls. Et j'entoure tout ce que je veux voir à droite de cet élément-là. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Automatiquement, si je reviens ici, ma partie Color Picker va disparaître de mon bloc et sera visible à droite lorsque je vais sélectionner mon bloc. Après, vous pouvez mettre la structure HTML que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit H2 en disant choisissez la couleur de texte. Et vous pouvez mettre le code HTML que vous voulez voir apparaître dans l'inspecteur à droite. Cet inspecteur sera visible dès que le bloc aura le focus. Donc là, c'est très bien, ça va changer et ça va sauvegarder la couleur, mais par contre, je voudrais voir l'effet sur ce contenu-là. Donc au niveau de ma div, je vais rajouter un style et je vais générer un style. Je vais peut-être créer avant une variable qui sera pour le coup une constante et je vais lui dire style égale color et je vais récupérer l'attribut color. Une fois que j'ai cette constante-là, je peux l'utiliser ici. Donc je réactualise ma page encore et encore. Sauf que oui, je veux quitter la page. Et maintenant, si j'ai bien fait mon travail, on voit que tout est noir. Mais par contre, dès que je change la couleur, ça affecte bien cet élément-là. Si je mets à jour, donc là, c'est vrai que ça ne sera pas super visible. On va mettre quelque chose un petit peu plus, voilà, pétant. Je mets à jour, je réactualise. Et on voit bien que mon texte apparaît en vert. Maintenant, j'ai envie que l'utilisateur puisse choisir une image de fond. Donc pareil, on ne s'embête pas, on va chercher dans les composants qui sont proposés par défaut. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'utilisation de React dans le cadre de WordPress, c'est qu'on peut réutiliser des blocs qui sont déjà disponibles au sein de WordPress. Donc si vous cherchez Media, on ne trouve pas grand-chose, alors on va faire Media Upload. La documentation n'est pas forcément tip-top. Des fois, on galère un peu à trouver ce qu'on cherche. On va essayer Upload, juste. Et on ne trouve malheureusement que ce composant-là, qui n'est pas vraiment celui que je cherche. Alors, par expérience, quand j'ai voulu découvrir un petit peu des choses, ce que j'ai fait, c'est que vous avez la possibilité de télécharger en fait ces différents modules directement via NPM. Par exemple, vous pouvez avoir, je vais couper mon Webpack, un yarn add @wordpress/editor plutôt que de charger l'objet global wp-editor. L'avantage, c'est que derrière, lorsque vous faites par exemple un import from @wordpress/editor, votre éditeur va être capable de comprendre les choses. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en fait pour explorer les différents composants qui étaient disponibles. Donc dans les composants disponibles, si on va dans Components ici, voilà, on voit tous les composants que l'on peut utiliser. Et on peut rentrer à l'intérieur, par exemple le Media Upload. Et vous pouvez ensuite observer le code source et analyser les choses et voir comment ça fonctionne. Donc ça peut être pratique pour découvrir les composants, les choses comme ça. Donc vous pouvez l'installer pour avoir l'autocomplétion au niveau de votre éditeur ou directement aller sur GitHub pour trouver un petit peu les sources. Voilà, bon, c'était une petite aparté parce que c'est vrai que certaines informations, malheureusement, j'ai pas réussi à les trouver sur la documentation et j'ai dû fouiller pas mal en profondeur dans le code source. Donc là, on était ici et je vais juste supprimer ça parce qu'en vrai je n'en ai pas du tout besoin et je vais relancer mon Webpack avec l'option Watch et je vais pouvoir supprimer ça. Donc nous on va importer Media Upload et c'est un composant qui va fonctionner un petit peu en deux temps parce qu'on va avoir d'abord le composant lui-même et ensuite comment on va pouvoir interagir avec. Donc je vais faire un nouveau composant Media Upload que je vais précéder d'un H2 avec marqué sélectionner ou image de fond. Ce composant prend plusieurs attributs. Donc d'abord on a un premier attribut type qui permet de spécifier le type de contenu que l'on souhaite récupérer. Nous ça sera simplement des images. Le onSelect ça sera la méthode à effectuer lorsque un élément sera sélectionné. Donc moi c'est simplement ici une fonction qui va faire un setAttribute. Et on va récupérer plusieurs informations. Et c'est ça qui va être un petit peu embêtant. Donc pour l'instant, je vais même me contenter de faire un console.log de image. Voilà. Et enfin, on a un attribut render qui prend en paramètre un callback qui doit retourner un élément.
Et ce callback prend paramètre le callback à appeler pour ouvrir justement l'uploader de médias. Donc nous ici, on va se contenter de retourner un bouton. Et ce bouton, il aura comme label choisir une image. Lorsque l'on clique sur ce bouton, on veut ouvrir justement l'uploader de médias. Donc on mettra un onClick et on appellera la méthode open qui est passée en paramètre. Donc ça fait beaucoup de choses à avaler. Donc tout de suite, on va essayer ça. Je vais réactualiser la page. Je vais sélectionner mon bloc et on voit ici qu'on a notre bouton et quand je clique dessus, ça va essayer d'utiliser mon callback. Sauf que, effectivement ici, le callback il ressemble plutôt à ça. C'est un objet qui contiendra la méthode open. Il peut contenir aussi d'autres propriétés. Je me souviens plus exactement, mais vous pouvez faire un console log si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Donc si je sauvegarde et que je reviens, cette fois-ci, lorsque je sélectionne mon bloc et que je clique sur choisir une image, on voit l'uploader de médias qui arrive. Lorsque je sélectionne une image, voilà à quoi ressemble notre objet. On peut récupérer l'ID, on peut récupérer le lien, on peut récupérer l'icône, on peut récupérer pas mal de choses. Donc moi, je vais avoir besoin de deux choses. Je vais avoir besoin de l'ID de l'élément. Ça me servira en PHP à résoudre en fait le chemin de l'image si je veux un format particulier. Et je vais peut-être aussi sauvegarder le chemin vers l'image. Donc ça sera alors pas le link, mais l'URL, hop, je crois que c'est dans Sizes. On va prendre l'URL full et on récupérera ça. Ça me servira pour la génération côté back-office à pouvoir remettre l'image de fond dynamiquement. Donc si je reviens ici, hop, on va avoir deux attributs supplémentaires, donc attributs que je vais déclarer dans mon hero.php, qui seront, hop, media ID, donc ça sera de type chaîne de caractères, et on aura aussi media URL, qui sera de la même manière une chaîne de caractères. Et au niveau de mon JSX, hop, on n'a pas besoin de définir une valeur par défaut, mais je peux mettre au moment du select un set attributes et on va définir deux attributs. Le premier c'est pour media ID, on mettra comme attribut image.id tout simplement. Et pour l'URL, ça sera un petit peu plus compliqué. On mettra image.sizes, on récupérera l'image en full taille et on récupérera l'URL. Maintenant que j'ai cette URL, on peut s'imaginer la récupérer au niveau des styles et rajouter un background image de .attributes.media URL. Et il faudra que je fasse la même chose au niveau de mon hero.php. Donc dans les styles ici, on rajoutera un background-image de .url et entre parenthèses, on mettra attributes et on récupérera media URL. Je vais aussi en profiter pour ajouter la classe au niveau de mon élément qui sera la classe wp-block-demo-hero. Après, vous pouvez vraiment structurer l'HTML comme bon vous semble. Vous pouvez même avoir un HTML qui est complètement différent de ce que l'on a au niveau du back-office. C'est l'avantage d'un bloc dynamique. Donc je vais revenir sur ma page une dernière fois. Donc on voit que pour l'instant le fond est noir. On a bien ce choisir une image et je vais choisir cette image-là. Je clique sur sélectionner. Donc apparemment on ne voit pas forcément de changement. Et je clique sur mettre à jour. Je vais regarder au niveau de ma base de données s'il a sauvegardé les différentes choses. Donc je vais réactualiser et éditer. Et on voit qu'on a le contenu, le titre, la couleur, le media ID et le media URL. Donc tout ça est convenablement sauvegardé. Ce qui me reste à faire, c'est au niveau maintenant de mon CSS, donc à la fois le CSS de l'éditeur, mais aussi mon CSS classique, définir comment styliser le bloc. On pourrait même s'imaginer, si on veut simplifier les choses, utiliser le même CSS à la fois pour le front et pour le back. C'est tout à fait quelque chose qu'il est possible de faire. Donc moi, je vais rajouter ici un box sizing border box. On va mettre un font family sans serif. Donc ça, c'est vraiment pour le back office, pour que c'est un style un petit peu différent. On va mettre un background size cover pour que notre image prenne 100% de la largeur. Je vais rajouter un petit peu de padding pour que tout soit un petit peu espacé et que ça respire plus. Et pour que notre bloc prenne la totalité de la largeur, on va un petit peu tricher. On va utiliser la fonction calque en CSS. Donc on va décaler de 50% par rapport à la gauche et ensuite redécaler de 50 fois la taille de la fenêtre. Donc l'inconvénient c'est que ça ne marche qu'en plein écran, mais d'après mes essais ça marche plutôt bien. Hop.
dans mes cas. Hop, et là, ça sera le margin right. Et ensuite, si on le souhaite, on peut modifier le H2, changer la taille de police. Bon, après, soyez créatifs à ce niveau-là. Donc nous, on va mettre juste un font weight bold et un font size de 2 RAM. Si maintenant je reviens sur ma page, donc je vais réactualiser encore une fois, on voit bien que notre bloc prend la totalité de la largeur, mais par contre, il semblerait que l'image de fond ne soit pas appliquée. Effectivement, on voit que dans les styles ici, ça ne fonctionne pas. Donc si je reviens au niveau de mon index.jsx, dans le background image, ça doit être une URL. Donc ça veut dire que je dois mettre des backticks, URL, et entre parenthèses, le contenu que je dois interpoler. Bon, c'est un petit peu chiant pour les background images, mais en dehors de ça, hop, si je réactualise, ça fonctionne convenablement. Peut-être ce que l'on pourrait faire, c'est entourer tout ce bloc-là d'une div qui aurait la classe container, qui permettrait de dire, ben ça ne doit prendre que 980 pixels de large par exemple, et ça doit être centré. Donc après ça serait des styles que vous auriez globalement par exemple. Donc on mettrait un max width de 980 pixels, un petit peu de padding sur les côtés, donc ça serait 0,20 pixels, hop, là ça serait 980. Et ensuite, c'est tout ce que j'ai à faire. Oui, peut-être mettre un margin 0 auto. Voilà. Et là, comme ça, notre bloc serait centré au milieu du reste. Pour le H2, on voit que la couleur est noire. Ça, c'est à cause de l'éditeur, à mon avis, par défaut. Donc, on pourrait lui dire, il faut que la couleur, tu l'hérites depuis le parent. Donc, tu mettrais une couleur inherit. Et hop, ça fonctionnerait convenablement. Et on a un bloc qui commence vraiment à prendre forme. Donc ça fonctionne côté back-end évidemment, mais côté front-end, on n'a aucun changement parce qu'il faudrait appliquer les styles. Donc je pourrais copier ça et mettre ça dans mon style pour mon éditeur, pour mon bloc, ou choisir de mettre ça dans mon style général pour mon thème, si c'est un bloc qui est spécifique à mon thème. Là, après, libre à vous de faire les choses comme bon vous semble. Et si je réactualise, ça devrait fonctionner. Si ce n'est que, il me semble que par défaut, on a une sorte de max width qui est appliquée par défaut aux éléments, je ne sais pas trop pourquoi. Donc je vais la contrebalancer ici en mettant un max width none en important. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pour l'exemple. Et il faudrait comme ça que j'affine aussi d'autres petites choses. Et de la même manière, il me manquerait une div qui aurait la classe container pour englober tout mon contenu. Ça ne fonctionne pas parfaitement bien en termes d'alignement parce que par défaut ce thème il n'est pas centré vraiment, on a un décalage par la gauche, mais c'est vraiment pour vous montrer le principe. Après il ne faudra pas hésiter à adapter et à faire fonctionner suivant le thème que vous utilisez. Mais voilà comment on peut utiliser ce système de blocs pour Gutenberg. Donc l'avantage c'est que l'administrateur peut gérer les choses de manière beaucoup plus visuelle par rapport à avant. L'avantage aussi c'est que de votre côté vous avez le contrôle complet sur le code HTML qui est généré. Donc lorsque l'on regarde la page qui est générée, contrairement à des page builders classiques, on a vraiment le strict minimum. Donc c'est ça que je trouve intéressant avec ce module-là. Alors après, c'est pas forcément aussi poussé que des page builders où on peut gérer plein de colonnes, ce genre de choses. On a quelques composants qui sont préintégrés dans WordPress qui peuvent permettre de le faire, mais il faudra voir si la communauté construit des composants autour, parce que c'est avec la communauté qu'on pourra s'imaginer à terme, au niveau de notre index.jsx, importer un module et utiliser d'autres choses. Par exemple, avoir un module multicolonne ou ce genre de choses. Si après vous voulez pousser un petit peu plus loin, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder au niveau du handbook de Gutenberg, de regarder l'ensemble des attributs que vous pouvez spécifier, quel type d'attributs vous pouvez spécifier, et comment vous pouvez changer les choses et définir des trucs un petit peu plus complexes. Par exemple, si vous voulez mettre en place une sorte de repeater, un système qui permet d'ajouter plusieurs éléments, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut avoir un attribut qui est sous forme de tableau, et ensuite pouvoir définir plusieurs choses. Mais ça vous donne déjà une bonne structure pour commencer et tester la création de blocs sur Gutenberg. Donc si vous faites des recherches et que vous avez des idées ou des suggestions d'autres blocs que vous aimeriez bien voir mis en place via Gutenberg, n'hésitez pas peut-être à poster un commentaire, je n'exclus absolument pas de faire d'autres vidéos dessus. Pour l'instant, je n'ai fait que survoler cet outil-là, mais je voulais vraiment vous montrer comment on peut les personnaliser. Donc dans cette vidéo, on a vu comment créer un bloc dynamique. Pour rappel, on a une fonction register block type qui va permettre d'enregistrer notre nouveau bloc et qui prend plusieurs attributs pour ajouter par exemple du style, des attributs ou qui permet d'expliquer la fonction de rendu.
Ensuite, on a une autre partie qui est la partie JavaScript qui est importante, qui va permettre de spécifier comment le blog sera administrable et qui peut utiliser les composants déjà présents dans WordPress pour pouvoir concevoir un blog administrable de manière plus visuelle qu'auparavant. Donc je trouve que cette approche-là est intéressante, peut se présenter comme une vraie alternative à ACF ou des page builders pour des cas simples, à voir comment ça tient sur la route et si WordPress ne casse pas tout à chaque mise à jour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!